mais les irrégularités et les fraudes ont déjà commencé. Il semblait alors important de vous sensibiliser là-dessus, parce que lorsque l'on parle de fraude, les gens, dans l'imagerie populaire, on imagine des tricheries le jour du vote. Or, bien souvent, le jour du vote, tout est déjà plié. Tout est déjà fait. Et puis, vous ne voyez rien. Vous sentez que quelque chose ne va pas, qu'on est en train de vous voler quelque chose, mais vous ne savez pas comment. Ça, c'est à cause de la fraude et des irrégularités préélectorales. C'est insidieux, c'est caché, ça ne se voit pas. C'est extrêmement sophistiqué et ça vous vole une victoire, ça vous vole une élection le jour du scrutin. Alors, quand on parle d'irrégularité et de fraude préélectorale, il y a effectivement une distinction. Parce que les irrégularités, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure qui peut avoir un impact considérable sur les résultats des élections, qui peut aussi aboutir à une fraude, mais à la base, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure. La fraude, c'est clairement une volonté délibérée de tricher, qui peut se manifester également. D'accord? On va essayer d'aborder les deux cas pour vous expliquer un peu ce qu'il en est et comment il procède. Alors, l'un des exemples les plus marquants des irrégularités, d'une irrégularité préélectorale, c'est le non-respect de l'article 7 du Code électoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'article 7 du Code électoral, en fait, exige que toutes les personnes qui figurent sur la liste électorale, on doit pouvoir trouver leur nom, leur prénom. Elles ont un numéro d'ordre, un numéro unique d'enregistrement, mais on y trouve également leur date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile. On trouve également les noms et prénoms du père, les noms et prénoms de la mère, les dates et lieux de naissance du père, les dates et lieux de naissance de la mère, la photo d'identité, les empreintes digitales. Voici tous les éléments qu'exige l'article 7 du Code électoral pour figurer régulièrement sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que ça permet de vous identifier, ça permet d'identifier l'électeur, ça permet de l'individualiser, ça permet de nous assurer que c'est vous qui figurez bien sur la liste électorale. Ça nous permet de compter électeur par électeur. Ça permet d'éviter des doublons, que vous puissiez figurer 2 fois. Ça permet d'éviter que quelqu'un puisse user de votre identité pour se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, remplir toutes ces informations, c'est fondamental pour avoir une liste électorale propre. Parce que le propre d'une liste électorale, c'est vraiment d'individualiser, d'être en mesure d'individualiser, d'identifier avec précision chaque électeur. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater à l'analyse de la liste électorale? Vous avez exactement 2 094 759 électeurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 7 du Code électoral. Plus de 2 millions. C'est-à-dire plus du quart de la liste électorale. Puisque la liste électorale fait environ 8 millions de personnes. Près du quart, 2 094 759 électeurs. Toutes ces personnes indiquent ignorer l'identité de leur père et l'identité de leur mère. Plus de 2 millions. Bon. Quand
quand on attire l'attention de la CEI sur ça, elle nous répond la chose suivante. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Même si on est orphelin, l'orphelin a le droit de voter. C'est ce que dit la CEI. Quand on leur dit, mais il y a plus de 2 millions de personnes qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents, la CEI nous répond, et alors, est-ce que vous voulez retirer le droit de vote aux orphelins? Mais c'est une réponse tellement absurde. Parce que même, c'est pas parce qu'on est orphelin qu'on ignore l'identité de ses parents. Et puis, quelle catastrophe la Côte d'Ivoire a traversée pour avoir 2 millions d'orphelins? Je veux dire, enfin, c'est pas quelque chose qui aurait été ignoré de la plupart d'entre nous s'il y avait dans ce pays plus de 2 millions d'orphelins. Et supposons même qu'il y ait 2 millions d'orphelins. 2 millions d'orphelins, comme je l'indique, ça ne veut pas dire que vous ignorez l'identité de vos pères et mères. Là, on nous explique qu'il y a 2 millions de personnes qui ne savent pas qui est leur père et qui ne savent pas qui est leur mère. Et ça ne choque pas la commission électorale indépendante quand on lui dit mais il y a un vrai problème. Maintenant, supposons même que ces personnes ignorent. Il n'en demeure pas moins que l'article 7 du Code électoral exige qu'on communique l'identité de ses parents. Donc, soit c'est une omission, soit c'est une volonté délibérée de ne pas communiquer. Bon, il peut y avoir différentes hypothèses, mais vous sortez ces personnes de la liste électorale et vous les amenez à justifier ensuite de l'identité de leurs parents. Mais nous dire qu'ils ignorent, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils ont grandi, qu'ils ne connaissent pas leur nom, qu'ils ne connaissent pas leur prénom, aussi bien pour le père que pour la mère, c'est quand même assez grossier. Mais ça impacte 2 millions de personnes, donc le quart de l'électorat. Et vous allez voir que par la suite, cet élément est fondamental dans le processus de la fraude électorale. L'autre irrégularité que l'on constate, c'est le nombre de centenaires. Il y en a pratiquement 5 000, un peu moins de 5 000, 4 844. Quand on dit ça, ils disent, mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Est-ce que vous êtes en train de dire que les personnes âgées, que les centenaires n'ont pas le droit de voter? Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais vous n'allez pas faire croire à un Ivoirien qu'une personne qui est née en 1850 soit encore en vie aujourd'hui. Juste ça. Donc, quand vous voyez que vous avez près de 5000 personnes qui, a priori, prétendent être nées en 1850, en 1870, oui, il y a un problème. Mais là encore, ça ne choque pas la CEI qui les maintient délibérément sur la liste électorale. Et encore, le problème des personnes décédées. Alors, le problème des personnes décédées, c'est encore plus fourbe. Pourquoi? Parce que quand c'est une personne connue, quand c'est une célébrité, ça nous choque, on le voit tout de suite. Et on dit, mais comment tel peut être sur la liste électorale? Et puis bon, on est choqué. Mais il y a combien d'inconnus? Combien de monsieur ou madame, mais vraiment des inconnus, de parfaits inconnus qui sont décédés et qui sont sur la liste électorale? Il y en a des milliers. Un certain nombre d'électeurs ont même testé eux-mêmes en vérifiant si leurs propres parents, qui étaient pour certains décédés, s'y figuraient sur la liste électorale, et ils ont pu constater effectivement qu'ils étaient encore sur la liste électorale. C'est un problème. Surtout que la liste électorale est censée être actualisée chaque année. Donc comment ça se fait qu'on puisse retrouver sur la liste électorale des personnes décédées? Bon. Là-dessus, encore, la CEI nous répond, c'est pas un problème, puisqu'un mort ne vote pas. Donc c'est pas un problème. Et puis ils disent ça, ils se croient, mais vraiment malins, quoi. C'est-à-dire, ils disent ça, ils sont bons, voilà, c'est pas un problème. Il y a des personnes décédées, mais c'est pas un problème. Mais ce qu'ils omettent de dire, c'est que, premièrement, eux, là, on leur demande pas de répondre, ce n'est pas un problème. Eux, ils sont censés mettre à jour tous les ans une liste électorale. Donc le fait qu'il puisse y avoir des personnes décédées sur la liste électorale montre qu'ils sont défaillants. Déjà. Bon.
Deuxièmement, mais c'est justement parce que les morts ne votent pas que des vivants prennent les cartes d'électeurs de ces personnes pour aller voter à leur place. Voilà pourquoi il faut les retirer. Et c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi que de prétendre l'ignorer. Elle est là, la fraude. Il est là le problème. Cette irrégularité débouche sur une fraude. L'utilisation frauduleuse de la carte d'électeur d'une personne décédée. Mais là, la CEI, pareil, ça ne lui pose aucun problème. Alors, il y a la présence des mineurs aussi sur la liste électorale. Là, quand on lui dit ça, elle dit oui, mais c'est une erreur matérielle. Évidemment qu'un gamin de 12 ans ne peut pas venir voter. C'est une erreur matérielle. D'accord, c'est une erreur matérielle. Pourquoi vous ne la rectifiez pas alors? Pourquoi vous ne la rectifiez pas alors? Comment cette erreur a pu intervenir, encore une fois, alors que tous les moyens vous sont donnés pour présenter une liste électorale propre? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça encore, c'est une des difficultés posées par la liste électorale. Mais surtout, l'une des irrégularités qui découle de ce que je vous avais, par quoi j'ai commencé l'article 7 du Code électoral, c'est l'obstination de la CEI de ne pas vouloir respecter justement l'article 7. C'est ça le problème. Parce que je vous ai indiqué, quand vous avez plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas le droit de figurer sur la liste électorale parce que ne remplissent pas les conditions de l'article 7, et que la CEI laisse, mais ça pose un problème. Parce que la mission de la CEI, c'est elle qui est habilitée à gérer les fichiers électoraux. C'est la seule à pouvoir procéder à l'actualisation de la liste électorale. Donc c'est elle qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes, plus de 2 millions de personnes qui ignorent qui sont leur papa et leur maman. C'est à elle de veiller qu'il n'y ait pas de personnes décédées sur la liste électorale. C'est à elle de veiller qu'il n'y ait pas de mineurs sur la liste électorale. C'est à elle de faire ce travail. Et pour faire ce travail, la CEI, elle dispose quand même d'un financement pour l'année 2023. Elle a quand même bénéficié de 57 milliards de francs CFA, dont 12 milliards juste pour la révision, la seule révision de la liste électorale. À cela s'ajoute une contribution de l'Union européenne de près de 656 millions de francs CFA pour l'organisation des grandes étapes du processus électoral. À cela s'ajoute encore un budget de plus de 2,6 millions d'euros, soit environ 1,7 milliard de la part du PNUD, donc du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc elle a tout cet argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie 2 courriers. Un courrier au ministère de la Justice et un courrier au ministère de l'Intérieur, estimant que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit lui fournir la liste de toutes les personnes décédées et le ministère de la Justice doit lui fournir la liste de toutes les personnes déchues de leurs droits civiques et politiques. Donc, elle prend les listes communiquées par ces ministères, et puis voilà. Donc, mais enfin, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un budget qui frôle les 60 milliards de francs CFA s'il faut juste faire 2 courriers? Quand même. Et puis, c'est d'autant plus aberrant que la loi dit à la CEI, vous avez la possibilité de prendre attache avec toutes les administrations de Côte d'Ivoire pour vous fournir toutes les informations, tous les documents dont vous avez besoin, dont vous pourriez avoir besoin, pour présenter une liste électorale propre.